Un pétrolier vient de tomber dans les filets des autorités américaines au large des côtes vénézuéliennes. Pas n'importe lequel, un mastodonte, une véritable baleine d'acier. À vrai dire, c'est tout simplement le plus imposant jamais intercepté. Et ce n'est que le début. Ce scoop, c'est Donald Trump lui-même qui le balance tel un pavé dans la mare ce mercredi 10 décembre. Une annonce qui sonne comme le coup d'envoi d'un nouveau round musclé dans le duel explosif entre Caracas et Washington. Un conflit né sous son premier mandat qui était retombé pendant les années Biden, mais qui est relancé à pleine vitesse dès son retour à la Maison-Blanche. Et au moment où l'on parle, ce ne sont plus seulement des mots. Les États-Unis ont positionné au moins 9 navires militaires dans les Caraïbes. Parmi eux, le plus grand bâtiment de guerre au monde qui navigue désormais à portée de tir du Venezuela. Mais il n'y a pas que la mer. Le ciel aussi est en train de se remplir. D'après la BBC, 2 avions de combat FA-18 Super Hornet ont été repérés tout près de Maracaibo, la 2e ville du pays. Ils ont tourné au-dessus du golfe du Venezuela pendant 40 minutes. Juste avant eux, un autre appareil, un UA-18G Growler spécialisé dans la guerre électronique, est apparu en effectuant des boucles au nord des côtes. Le détail le plus inquiétant sur les radars civils comme Flight Radar Ving 4, aucun de ces 3 avions n'affichait d'origine ni de destination. Leur transpondeur ne se serait allumé qu'au dernier moment à l'approche du littoral vénézuélien. Officiellement, un responsable américain a expliqué à l'Associated Press qu'il s'agissait d'exercices de routine. Sauf que vu de Caracas, cette routine ressemble à une menace de mort. Nicolás Maduro accuse directement les États-Unis de chercher à le déstabiliser pour l'évincer du pouvoir. Et selon Justin Crump, analyste de risque chez Sibylline, il n'a pas tout à fait tort. Ces vols avaient précisément pour but d'accentuer la pression psychologique sur le régime. Alors que la menace d'une action militaire plane à nouveau, une question s'impose. Comment en est-on arrivé là? Comment le Venezuela est-il passé du statut de pays le plus riche d'Amérique latine à celui d'État? Paria aujourd'hui au bord d'une intervention américaine et surtout jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Tout commence le mardi 5 mars 2013. Dans un hôpital militaire de Caracas, Hugo Chavez s'éteint après une longue bataille contre le cancer. L'homme qui a dominé la politique vénézuélienne pendant 14 ans disparaît d'un coup. C'est Nicolás Maduro qui annonce la nouvelle au monde. Qui est-il à ce moment-là? C'est un ancien chauffeur de bus passé par le syndicalisme. Chavez l'avait choisi lui-même et désigné comme son héritier quelques mois plus tôt. Sauf que Maduro n'a pas l'aura du commandant. Chavez s'était construit une légitimité dans l'armée avant de basculer en politique. Maduro, lui, est un homme d'appareil. Il a quitté le lycée tôt. Il a une réputation de militant loyal. Il a été ministre des Affaires étrangères puis vice-président. Sur le papier, c'est un négociateur solide poli par la diplomatie. Mais dans la réalité, au moment où il est propulsé au sommet, une partie des Vénézuéliens découvre à peine son nom. Très vite, sa capacité à tenir la barre est testée. Un mois à peine après la mort de Chavez en avril 2013, le pays retourne aux urnes. Maduro arrive avec 2 bombes à retardement dans les mains, une inflation qui commence à déraper et des pénuries qui pourrissent déjà le quotidien. Mais il a encore 2 atouts majeurs, la bénédiction posthume de Chavez qui pèse lourd et le pétrole. L'or noir se vend encore entre 90 et 105 $ le baril. De quoi financer à court terme la paix sociale. Le résultat de l'élection est un choc. Maduro gagne, mais c'est la victoire la plus étroite depuis 1968. Il devance son rival Henrique Capriles de moins de 250 000 voix. C'est un écart minuscule, moins de 2% des suffrages. La marge est si fine que l'opposition refuse de concéder la défaite. Elle dénonce des irrégularités qui auraient pu inverser le résultat et réclame un recomptage total. Le système électoral vénézuélien est réputé solide techniquement, mais la commission électorale est remplie de fidèles du pouvoir. Une partie des bulletins est auditée, mais l'opposition estime que les votes problématiques sont cachés dans la partie non vérifiée. Ils exigent l'accès au registre, aux empreintes, aux signatures, refus net du pouvoir. Ce qui compte, c'est la réaction de Maduro. Qu'il ait gagné proprement ou non, il réagit à la contestation comme si le pays était en guerre. Il accuse l'opposition de tentative de coup d'État. Les manifestations éclatent. La réponse policière se durcit immédiatement. Au final, 10 personnes seront tuées. Le ton est donné.
Élections disputées, opposition dans la rue, répression violente. Dès les premières semaines, tous les ingrédients du règne de Maduro sont déjà en place. Pour comprendre la crise dont Maduro a hérité, il faut regarder la bombe économique que Hugo Chavez a laissée derrière lui. Quand Chavez arrive au pouvoir en 1999, il se revendique socialiste. Il cite Mao et le Che. Mais au début, c'est un pragmatique. Il cherche des investisseurs. Il va même jusqu'à sonner la cloche de clôture à la bourse de New York. Pourquoi? Parce qu'en 1998, le pétrole s'était effondré suite à la crise asiatique. Les caisses étaient vides. Mais au milieu de l'année 1999, la chance tourne, les prix du pétrole remontent, et là, Chavez lâche ses précautions et lance pleinement sa révolution bolivarienne. Une logique dangereuse s'installe. Le pays devient accro à l'or noir. Selon l'historien Stephen Randall, sous Chavez, la dépendance du Venezuela aux exportations de pétrole grimpe à 95% contre 80% à son arrivée. Tout le pays repose désormais sur une seule ressource dont le prix est fixé à l'étranger. Il faut être honnête. Tant que l'argent coulait à flot, la vie a changé pour les plus pauvres. Chavez a mis en place la gratuité des soins avec l'aide de milliers de médecins cubains. En 2005, le pays a quasiment éliminé l'analphabétisme. La Banque mondiale confirme les chiffres. Entre 1999 et 2005, la pauvreté a chuté d'environ 30% et l'extrême pauvreté est passée de 32% à 19%, sauf que ce miracle était bâti sur du sable. Michael Shifter du groupe de réflexion Inter-American Dialogue explique que ces avancées manquaient de fondation institutionnelle. C'était de la dépense directe coûteuse et souvent inefficace, comme le plan Bolivar 2000 annulé pour corruption. Et le choc de réalité arrive en 2008 avec la crise financière mondiale. Regardez les chiffres, ils donnent le vertige. Avant la crise, le baril vénézuélien valait 123 $. En décembre 2008, il s'écrase à 32 $ et 98 centimes. Face à cette tempête, un dirigeant prudent aurait coupé les dépenses. Chavez fait l'inverse. Il impose le contrôle des changes. Il nationalise des entreprises étrangères. Conséquence immédiate, les investisseurs fuient. En 2012, les investissements étrangers ont chuté de moitié par rapport au début de son mandat. Quand Maduro récupère les clés, la fête est déjà finie. L'inflation est déjà à 26% chiffre de 2011. Les contrôles de prix créent déjà des pénuries et le réseau électrique négligé pendant des années commence à lâcher. Pourtant, une majorité de Vénézuéliens croient encore au rêve. Ils espèrent que l'ancien chauffeur de bus redressera la trajectoire. Alerte divulgateur pour la décennie 2010, ça n'arrivera pas. Non seulement Maduro ne va pas freiner la chute, mais il va précipiter le pays dans l'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire moderne. On revient toujours au même point car c'est la racine du mal. Le Venezuela souffrait de la maladie hollandaise. Le pays avait tellement misé sur le pétrole qu'il avait oublié comment produire tout le reste. L'agriculture morte, l'industrie à l'arrêt. Pourquoi s'embêter à produire quand on peut tout importer avec l'argent du brut? Ce modèle fonctionne jusqu'au jour où le prix du baril s'effondre. L'année du basculement, c'est 2014. Regardez la violence de la chute. En janvier, le baril se négocie à 108 $. En décembre, il tombe à 57 $. C'est presque 50% de baisse en 12 mois. Pour une économie normale, c'est une récession. Pour le Venezuela qui vit sous perfusion pétrolière, c'est une asphyxie immédiate. On lui coupe l'air. La réaction du régime le dénie. La Banque centrale cesse progressivement de publier les chiffres. Plus de taux de croissance, plus de taux d'inflation. On casse le thermomètre pour cacher la fièvre, mais la réalité ne se cache pas. En 2016, la contraction économique atteint le niveau d'une dépression et en 2018, on bascule dans l'irréel. L'inflation dépasse le million de pourcents sur une année. 1 200 000 %, c'est abstrait. Alors visualisons-le. Imaginez faire vos courses le 1er septembre. Vous payez, vous revenez un mois plus tard, le même panier coûte 2 fois plus cher. Le mois suivant, encore 2 fois plus cher. À cette vitesse, l'argent meurt. Entre le moment où vous recevez votre salaire et le moment où vous arrivez au magasin, il a déjà perdu de la valeur. Vous ne pouvez plus épargner. Vous ne pouvez plus rien prévoir.
Le plus tragique, c'est que le gouvernement a aggravé la crise. Au lieu de libérer l'économie, ils ont maintenu un système de dollars subventionnés réservé aux amis et au réseau du pouvoir. Résultat, les importations se sont effondrées. Ce n'était plus une crise économique, c'était une crise humanitaire. Le pays a connu des pertes de poids massives au sein de la population. La malnutrition a grimpé en flèche. Les médicaments de base ont disparu. À la fin de la décennie, le Venezuela, pays le plus riche de la région, présentait les symptômes d'un pays sortant d'une guerre civile. Quand la misère s'installe, la société se fissure. Face à la colère de la rue, Maduro adopte un réflexe qui deviendra sa marque de fabrique. Il répond par la force. Chaque critique est qualifiée de tentative de coup d'État. Son objectif est simple, survivre quitte à étouffer les contre-pouvoirs. Dès novembre 2013, l'Assemblée nationale lui accorde les pleins pouvoirs pour gouverner par décret pendant 1 an. Concrètement, il écrit la loi tout seul. Le professeur de droit administratif Antonio Silva Aranguren a analysé ces textes. Sous couvert d'urgence économique, Maduro en a profité pour placer la Banque centrale et l'armée sous le contrôle direct de la présidence. Les garde-fous ont sauté un par un. Mais le vrai tournant arrive en 2015. C'est une année électorale et la crise économique sert de moteur à l'opposition. En décembre, l'impensable se produit. L'opposition remporte les élections législatives. Et pas une petite victoire, c'est un raz-de-marée. Il décroche une supermajorité de 112 sièges contre 55 pour le camp de Maduro. Sur le papier, c'est la fin du chavisme absolu. Dans la réalité, le régime avait déjà prévu le coup. Avant même que la nouvelle assemblée ne s'installe, la Cour suprême est remplie à la hâte de juges loyalistes. Leur mission, bloquer le Parlement, et ils vont le faire avec un zèle incroyable. En mars 2017, la Cour déclare l'Assemblée nationale en outrage. Elle s'arroge les pouvoirs du Parlement et menace de lever l'immunité des députés. C'est un séisme pour le monde occidental. C'est un coup d'État institutionnel. La séparation des pouvoirs vient de mourir en direct. La rue explose. Les manifestations de 2017 sont massives et violemment réprimées. L'opposition tente alors de miser sur la prochaine présidentielle, celle de 2018. L'idée est simple. On a gagné en 2015, on peut regagner. Mais Maduro ferme la porte à double tour. Le 11 décembre 2017, il lâche une annonce glaciale. Les principaux partis d'opposition sont exclus de la future élection présidentielle. Le prétexte, ils ont boycotté les municipales, donc ils ont disparu de la carte électorale. Le message est clair. Maduro est prêt à éliminer démocratiquement ses adversaires en les empêchant tout simplement de jouer. Ici, on arrive au moment le plus tendu de la décennie. Le moment où 2 hommes se sont disputés un seul fauteuil et où le monde entier a cru que le régime allait tomber. Après la mascarade électorale de 2018, où la participation a plafonné à 46% dans un climat de fraude, l'opposition change de stratégie. Puisque les urnes sont verrouillées, ils attaquent la légitimité même du pouvoir. L'Assemblée nationale qu'ils contrôlent encore déclare la victoire de Maduro invalide. En vertu de la Constitution, le poste de président est déclaré vacant. C'est là qu'entre en scène Juan Guaidó, le jeune président de l'Assemblée. Devant une foule immense, il s'autoproclame président par intérim. Sur le papier, c'est une manœuvre juridique audacieuse. Dans la réalité, c'est un séisme géopolitique. Immédiatement, les États-Unis, suivis par une 50aine de pays, le reconnaissent comme la seule autorité légitime. Pour Maduro, le cauchemar devient réalité. Il a face à lui un gouvernement parallèle soutenu par la première puissance mondiale. Tout le monde pense alors que c'est la fin, que le château de cartes va s'effondrer. Mais le pouvoir ne se prend pas avec des communiqués de presse, il se prend avec des fusils. Le plan de l'opposition reposait sur un pari provoquer une fracture dans l'armée. Des figures militaires comme le lieutenant-colonel Illich Sanchez tentent de faire basculer la situation. L'idée est de déclencher un effet domino. Si une unité se soulève, les autres suivront. Mais l'épreuve de vérité est brutale. Le noyau dur de l'armée ne bouge pas. Les généraux qui contrôlent des pans entiers de l'économie pétrole, importation, mine ont trop à perdre en cas de changement de régime. Ils restent fidèles à Maduro. Guaidó a la légitimité internationale, mais Maduro a les chars. Pour le dictateur, cet échec est une aubaine inespérée. Il peut désormais valider son récit paranoïaque. Voyez, je vous l'avais dit,
C'est un complot de l'étranger pour nous voler notre souveraineté. La tentative de renversement échoue. La répression s'abat de nouveau et le Venezuela s'enfonce dans une impasse tragique. Un président reconnu par le monde mais qui ne gouverne rien face à un président qui contrôle tout mais que le peuple rejette. Et c'est ainsi que nous revenons à la situation explosive d'aujourd'hui en ce mois de décembre 2025. Pendant les années Biden, le conflit était entré dans une phase de guerre froide. Le statu quo pourrissait sur place, mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a tout changé. La stratégie a basculé. Fini les sanctions passives, place à la pression physique. Le message envoyé avec la saisie de ce super pétrolier et le survol des F-18 près de Maracaibo est limpide. Washington ne cherche plus à négocier une transition. Ils cherchent à asphyxier le régime en positionnant le plus grand navire de guerre du monde au large des côtes. Les États-Unis envoient un ultimatum silencieux à l'armée vénézuélienne. Maduro ne peut plus vous protéger. Lâchez-le ou coulez avec lui. La question qui hante désormais Caracas n'est plus comment payer la dette, mais jusqu'où iront les Américains. Maduro a survécu à la mort de Chavez. Il a survécu à l'effondrement du pétrole. Il a survécu à l'hyperinflation d'1 million de % et au défi de Guaido, mais il n'a jamais eu à survivre à un blocus naval direct de la première puissance militaire mondiale. Le Venezuela est passé du statut de paradis socialiste à celui de forteresse assiégée. Et pour la première fois en 10 ans, les murs de la forteresse tremblent vraiment. Amen.